Tout de suite, le journal. Il est 19h30 sur nos antennes. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur nos antennes. À la une de l'actualité, en visite officielle en Tanzanie, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue tanzanien Samia Suluhu Hassan ont échangé sur le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Dodoma avec un accent sur l'économie et la sécurité régionale. Et puis le DC Motema Pembe va devoir se réinventer. Le club Imana évoluera en Ligue de la saison prochaine après la composition de groupe dévoilée par la Lina Foot, une relégation qui suscite déjà de nombreuses réactions. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'ai dit au sommaire, en visite officielle en Tanzanie, le président Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue tanzanien Samia Suluhu Hassan sur le renforcement de relations entre Kinshasa et Dodoma au menu commerce, infrastructure, transport, BIN, finance, mais aussi la paix, la sécurité dans la région. Détail avec Enoch Katumbi. La Tanzanie et la RDC veulent donner un nouvel élan à leur coopération. L'entretien entre Félix Tshisekedi et Samia Hassan a mis en avant plusieurs secteurs considérés comme stratégiques pour le développement des deux pays. Dodoma encourage notamment la RDC à profiter davantage du potentiel tanzanien dans l'agriculture, l'élevage, la pêche pour accroître les échanges commerciaux. Dans les secteurs miniers, les deux pays entendent poursuivre leur collaboration de l'exploitation des ressources jusqu'à leur transformation et leur accès au marché. Autre axe important, le transport. Le port de Dar es Salaam devrait continuer à jouer un rôle majeur dans la facilitation des échanges entre la Tanzanie et la RDC. Au-delà de l'économie, la RDC et la Tanzanie réaffirment également leur volonté de coopérer en matière de paix et de sécurité. C'est là pour contribuer à la stabilisation de la région. Revenons en République démocratique du Congo. Le gouvernement souminois vient de mettre en place un nouveau dispositif de soutien aux petites et moyennes entreprises et sous-traitants locaux dénommé Vunga. C'est un mécanisme destiné à faciliter l'accès au crédit, en particulier dans le secteur de la sous-traitance. Déborah Awamba nous en dit plus. Le gouvernement congolais vient donc d'ouvrir une nouvelle ère en présidant ces jours la cérémonie des signatures de la convention unique par les parties concernées, à savoir l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, la Robank et Rossour. Dans ces programmes, le rôle de chaque acteur est bien défini. Dans son discours, la chef du gouvernement a rappelé que Vunga s'inscrit dans la vision du président de la République. Il vient compléter l'arsenal déjà mis en place, notamment à travers le programme des Beaux Jeunes Congolais. Ce programme s'inscrit dans la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a placé la jeunesse, l'emploi, l'entrepreneuriat et la transformation économique au cœur de son action. Il vient compléter l'arsenal déjà mis en place, notamment à travers le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, qui vise à faire de la jeunesse un moteur de transformation économique de notre pays. Pour le responsable national du secteur public et client étatique chez Robank, cette complémentarité des partenaires concernés fait la force de ces projets. Aujourd'hui, Robank veut prendre une exposition de 200 millions. Ça, c'est vraiment dans le cadre de son programme qui est de financer 20 000 petites et moyennes entreprises. Mais sur la première phase, nous allons d'abord commencer par 100 millions sur 2 ans.
Et sur les 100 millions, c'est pour donner ou accorder du financement en faveur de petites et moyennes entreprises qui ont des soucis de levée de fonds, généralement lorsqu'ils ont gagné un marché. Il faut noter que le lancement des Vunga s'inscrit dans le 4e pilier du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Il y a ça aussi comme actualité, alors que certains acteurs de l'opposition plaident pour un dialogue national, incluant notamment Joseph Kabila et Corneille Nangaa, figure associée à l'FC M23. Le gouvernement congolais pose déjà ses lignes rouges. Patrick Mouyaya exclut toute présence de l'FC M23 à cette table, estimant qu'un tel choix reviendrait à permettre à Kigali de s'inviter dans un dialogue censé réunir les Congolais. Suivez. Évidemment, vous posez la question sur ceux qui ont pris des armes. On ne va peut-être pas anticiper sur ce qui ressortira des travaux préparatoires en cours, mais il y a un principe, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un Congolais qui vienne siéger dans ces dialogues-là pour défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi. On a besoin des Congolais patriotes qui viennent pour que nous discutions entre frères de ce qui peut être amélioré, de ce qui ne doit pas être fait, pour que nous puissions ensemble, au terme de ces discussions, avoir un bloc consolidé derrière les présidents de la République pour que nous puissions en finir avec cette agression. Parce que ne vous y trompez pas, nous aurions eu plus de routes, nous aurions eu plus d'écoles, nous aurions eu plus de centres de santé si nous n'avions pas la persistance de cette guerre. Et pour cette fois-ci, ça dure 30 ans et le président de la République a fait le choix que cela se termine une fois pour toutes. Je pense que tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont de cet avis. Il y a des choses à régler parce que je disais ici que l'inclusivité est un objectif. On va y travailler avec les confessions religieuses. Je suis sûr que nous allons arriver à trouver les créneaux qui permettent aux Congolais de participer à ces dialogues et pour que ces dialogues nous servent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir un gros bloc interne contre l'agression extérieure, évidemment, piloté par les présidents de la République. On va prendre... On en parle encore, allais-je dire. La République du Congo fait face à une nouvelle flambée d'Ebola d'une ampleur sans précédent. Déclaré le 15 mai, cette nouvelle épidémie se propage dans plusieurs provinces du pays et dépasse déjà le bilan meurtrier de l'épidémie de 2018 à 2020. La situation met à rude épreuve le système de santé et les équipes engagées dans la riposte confrontés à d'importants défis pour contenir la propagation du virus et protéger les populations exposées. Suivez. La République démocratique du Congo fait face à l'épidémie d'Ebola, la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays. Au 15 août 2026, les autorités sanitaires recensent 4 945 cas confirmés et 2325 décès, soit un taux de létalité de 47%. Ces bilans dépassent celui de l'épidémie de 2018 à 2020, qui avait fait 2287 morts pour 3470 cas en 22 mois. En seulement quelques mois, la nouvelle flambée a donc déjà franchi un seuil historique. L'Ituri demeure l'épicentre avec 4194 cas et 1838 décès. Le Nord Kivu compte pour sa part 596 cas et 417 décès. D'autres provinces, notamment le Haut-Uélé, la Chopo, le Sud Kivu et les Bas-Uélé sont également touchés. La situation reste préoccupante. 101 nouveaux cas et 53 décès ont été enregistrés en 24 heures. La riposte est confrontée à la saturation de certains centres de traitement, aux difficultés de suivi des contacts, aux résistances communautaires et à des problèmes logistiques. Déclarée officiellement le 15 mai 2026, cette 17e épidémie d'Ebola représente un défi majeur pour le système de santé congolais et les équipes mobilisées pour contenir la propagation du virus. Voilà, à la primature, une réunion technique consacrée à l'évaluation de la riposte et à l'adaptation a été justement organisée
sur un plan d'intervention. Le ministre de la Santé publique et Prévention sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, accompagné des membres de l'équipe de riposte, dont le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a présenté à la chef du gouvernement l'évolution de la situation ainsi que les nouvelles orientations envisagées pour renforcer la réponse sanitaire. Regardez le ministre de la Santé. Donc ça fait exactement 3 mois, donc on devait faire le point, notamment en adaptant le plan. Vous savez que le premier plan qu'on a fait, c'était un plan sur 3 mois, donc il fallait adapter le plan. Et dans cette adaptation de plan, il y a un volet très important, ce sont les mesures médicales. Deuxièmement, les médicaments. Nous avons aussi des antiviraux qui peuvent aider la personne déjà malade ou prévenir chez la personne qui a été vraiment en contact avec le malade. Et donc, toutes ces discussions, on devait les faire avec les experts, notamment l'équipe du professeur Mouyembe. Vous savez que j'ai mis en place une équipe d'experts pour conseiller les décisions importantes, notamment dans ces mesures médicales. Et cette équipe est conduite par le professeur Mouyembe. C'est pour ça que nous étions ici avec la Première ministre pour pouvoir valider un certain nombre de choses. Deuxième chose que l'opinion doit retenir, c'est que nous avons établi un barème de prise en charge salariale pour les médecins, les infirmières, tous ceux qui travaillent dans la riposte. Et ça, il fallait aussi valider ça avec la Première ministre pour que ça entre en vigueur, pour que je puisse maintenant faire un arrêté. Et donc, on a validé ça. Et troisièmement, le plan de communication pour pouvoir sensibiliser davantage nos communautés pour qu'elles répondent correctement aux messages leur envoyés pour lutter contre cette épidémie, mais aussi préparer les opinions sur les différentes possibilités qu'on peut avoir, notamment pour la vaccination, notamment pour la prise en charge. Et donc, en fait, communication. Donc, ce sont ces 3 thèmes-là qui nous ont réunis aujourd'hui. Et puis, la lutte contre les infractions sur les réseaux sociaux s'intensifie en RDC. Réunis lundi 17 août avec les officiers de police judiciaire, le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vendée, Mambou leur a fait savoir sa décision d'intensifier la recherche et la répression des auteurs d'insultes et autres infractions commises sur les réseaux sociaux et autres espaces numériques. Regardez. Invite à vous réveiller de votre torpeur. Je vous invite à user de vos pouvoirs légaux, désormais, en vous saisissant d'office de tous les faits par rapport au code du numérique. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que c'est un fléau qui est devenu trop viral. Les privilégiés au besoin. Et dans tous les cas, le mode de la traduction des présumés auteurs en procédure de flagrance, en les amenant et les infracteurs et les procès-verbaux que vous aurez dû adresser devant le ministère public pour des poursuites appropriées et en procédure de flagrance. Grosso modo, c'est le mot. C'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, nous allons entrer dans le détail par rapport à ces principes que je viens d'énoncer. Chacun a devant soi l'instruction. Nous allons ouvrir et parcourir rapidement et dans les faits. Toujours en sécurité, la lutte contre les engins explosifs aux portes de Kinshasa. Amaloukou, le coordonnateur provincial du Centre congolais de lutte anti-mine, s'exclame en sigle. Hervé Ngoya, qui s'y a lancé le lundi 17 août la campagne Zéro accident liée aux mines et engins explosifs. Une offensive pour protéger les populations des dangers et restes explosifs de guerre. Héritier Chako nous en dit plus dans ce reportage. Au COFIN de Kinshasa, la coordination provinciale Kinshasa pour le Malébo du Centre congolais de lutte anti-mine, CESLAM, a jeté son dévolu sur la commune rurale de Maloukou ce lundi 17 janvier 2026. Objectif est lancer officiellement la campagne Kinshasa Zéro Accident liée aux engins explosifs.
Cette campagne vise également à sensibiliser la population quinoise aux dangers que représentent les engins explosifs et le reste explosif de guerre. Loin de bureaux climatisés et du vacarme de la capitale, c'est depuis le bâtiment administratif de la commune que le coordonnateur provincial Hervé Ngoya a procédé à la coupure du ruban symbolique. Un geste fort qui marque les coups d'envoi des activités de sensibilisation contre le risque d'explosion d'engins non explosés dans la ville-province Kinshasa. On a choisi la commune de Maluku parce qu'elle est une commune très vaste. C'est la commune qui occupe presque 80% de la ville-province de Kinshasa, mais aussi c'est la commune qui a beaucoup été touchée par des atrocités de la milice Mobondo et d'autres atrocités. Dans cette salle, le représentant du bourgmestre, le chef des quartiers, le chef d'avenue et d'autres autorités locales ont été instruits sur les conduites à tenir. Le message est clair. Face à un engin explosif, ne touchez pas, ne vous approchez pas et alertez immédiatement le service compétent. Engin na yo yango wana. O marqué, o koti sinzete, o kangi singa. Tolandi? Kole kakuna te. Ya liboso balobi na biso to telema. Soko moni objet ozo maîtriser te. Ezo kokana na makambata ki awa. Na sengi yo pardon de konanga telema. Kobeta yango sabote. Olo bana moni eza lokola bale na beta na lusabo. Kosala ngo te. Kosimba te. Désormais formés, ces chefs de quartier deviennent de relais essentiels. Leur mission, diffuser l'information et le message de prévention dans toutes les couches de la population de Maluku. Et l'arrivée aussi des agents de l'antimine chez moi à la commune de Maluku. Donc nous sommes vraiment dans la joie de leur passage parce que chez nous aussi nous avons des quartiers, nous avons des cités, des villages qui ont les mêmes situations, qu'eux aussi ont le devoir de faire éliminer toutes ces choses dans notre commune pour que la commune puisse avoir la paix. Cette cérémonie marque le point de départ d'une longue série d'activités prévues pour cette année. Sous l'impulsion du coordonnateur national, Emmanuel Omanga Lokino, la coordination provinciale Kinshasa Poul Malebo ambitionne de faire de Kinshasa une ville-province assainie, débarrassée de toute menace d'engins explosifs avec, pour objectif final, 0 accident. Et puis, prenons cette actualité en bref. Le ministre de Mines, Luatum Kabamba, a ouvert ce mardi 18 août 2026 à l'hôtel Hilton de Kinshasa un symposium consacré à la jeunesse, au secteur minier et au partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, organisé par l'International Republican Institute avec l'ambassade des États-Unis en RDC. Cet événement réunit plus de 180 participants, jeunes leaders, entrepreneurs, professionnels des secteurs miniers et énergétiques pour réfléchir à la création de valeurs durables et à la transmission de richesses de sous-sol congolais aux générations futures. Et oui, parlons sport à présent. C'est désormais officiel. Le DC Motema Pembe évoluera en Ligue 2 cette saison. La Lina Foot a dévoilé la composition des groupes pour l'exercice 2026-2027, confirmant la présence du club Imana dans le deuxième échelon du football congolais. Une relégation qui marque un tournant difficile pour ce monument du football national et plonge de supporters dans la déception. C'est un récit de Gaston Bouy. Fondé en 1936, le club vert et blanc de Kinshasa traverse l'une des crises les plus sombres de son histoire. Quasi centenaire, cette relégation n'est pas les fruits du hasard, mais l'aboutissement d'une saison chaotique marquée par un bilan comptable désastreux, des performances en baisse constante et de points perdus sur les terrains comme sur tapis vert. Une instabilité institutionnelle, des tensions récurrentes au sein du comité de direction et des crises de leadership à répétition, des litiges financiers,
des sanctions administratives et des litiges auprès des instances internationales qui ont lourdement pesé sur le moral du groupe. Parmi les tableaux d'une crise profonde, axe des crises, manifestation principale, on retrouve la gestion interne, dissension au sein du comité des sages et des démissions des dirigeants. Et du côté effectif et staff, départ massif, des cadres, retard de salaire et instabilité sur les bancs de touche. Pression populaire, frustration grandissante de la grande famille Dora et boycott de certains matchs par les supporters. Reconstruit sur des ruines, les défis du rebond pour les Daring Clémenté Mapembe, le passage en Ligue D doit impérativement servir de déclic plutôt que des tombeaux. Jouer à l'échelon inférieur contre les dirigeants à un examen des consciences généralisées, assainir les finances, restructurer l'administration du club et miser sur un projet sportif durable axé sur la jeunesse. Si la relégation est un affront pour l'un des clubs les plus titrés de la République démocratique du Congo, l'histoire du football démontre que les grands noms savent se relever de l'air de cendre. Le chemin de la remontée à Ligue 1 sera long et parsemé d'embauches, mais il reste le seul moyen d'honorer le prestige du grand club Imana. Et oui, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, en voici le rappel de titres. En visite officielle en Tanzanie, le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue tanzanien Samia Suluhu Hassan ont échangé sur le renforcement et la coopération entre Kinshasa et Dodoma avec un accent sur l'économie et la sécurité régionale. Le DC Motema Pembe va devoir se réinventer. Le club Imana évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Après la composition des groupes dévoilée par la Linafoot, une relégation qui s'y suit déjà de nombreuses réactions. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information assurée par Nelly Kapinga avec l'appui de Enoch Katumbi. Entre-temps, restez branchés sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.